C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les réactions après la mort du président tanzanien John Magufuli. Son décès a été annoncé hier par les autorités tanzaniennes. Il a officiellement succombé à un problème cardiaque. La vice-présidente Samia Suluhu Hassan assure l'intérim. Nous serons à Dar es Salaam et à Nairobi dans ce journal. Suite de notre série de reportages au Congo-Brazzaville, le pays s'apprête à organiser une présidentielle ce dimanche et l'un des enjeux de ce scrutin, c'est l'économie. Reportage à suivre à Pointe-Noire et puis vous écouterez également le porte-parole du président sortant Denis Sassou Nguesso, candidat à sa propre succession. Enfin, nous irons au Nigeria, nous vous parlerons d'un secteur en plein essor, celui de l'argent mobile. Il s'est développé pendant la crise sanitaire et a profité de la fermeture des banques. Les détails à suivre dans cette édition. La Tanzanie est en deuil, ses drapeaux en berne. Son président John Magufuli est décédé hier, officiellement en raison d'un problème cardiaque. C'est la vice-présidente Samia Suluhu Hassan qui assure l'intérim. En poste depuis 5 ans, le mandat du président Magufuli a été, entre autres, marqué par de grands projets et une dérive autoritaire. Les réactions à Dar es Salaam compilées par Nicolas Germain. Même s'il n'avait pas été vu en public depuis près de 3 semaines, l'annonce du décès de John Magufuli a surpris les Tanzaniens. Il y a quelques jours à peine, le gouvernement affirmait qu'il n'était pas malade et rejetait les rumeurs disant qu'il avait le coronavirus. La vice-présidente Samia Suluhu Hassan a déclaré qu'il était mort de problèmes cardiaques. D'après la Constitution, c'est elle qui va terminer son mandat jusqu'en 2025 et ainsi devenir la première femme à la tête de ce pays. De nombreux Tanzaniens se souviennent de John Magufuli pour son combat contre la corruption. He was taking us to a place. He was the leader trying to change Tanzania for the benefit of the minority, for the benefit of the young generation, upcoming generations. So to me, it was very advantageous to have a leader like Magufuli. I still remember how he stood strong and firm to fight for our country and to make things right. Whenever there was something wrong, he always fight for the people, for the poor. Mais pour ses détracteurs, John Magufuli était devenu de plus en plus autoritaire au fil des ans depuis sa première victoire à la présidentielle en 2015. L'opposition affirme qu'il est décédé du Covid-19. Il proclamait souvent que ce virus n'existait pas en Tanzanie et que ses concitoyens n'avaient pas besoin de porter un masque. L'an dernier, le dirigeant burundais Pierre Nkurunziza tenait un discours similaire. Il était mort au mois de juin, officiellement d'une attaque cardiaque. Et là aussi, ses opposants avaient affirmé qu'il avait succombé au coronavirus. Et les pays voisins ne sont pas en reste. Les chefs d'État étaient nombreux à présenter leurs condoléances après la mort de leur homologue tanzanien. Parmi eux, le Kenyan Uhuru Kenyatta. Les précisions de notre correspondant dans la région, Bastien Renouille. Uhuru Kenyatta, le président kényan, a été parmi les premiers leaders d'Afrique de l'Est à présenter ses condoléances à la nation tanzanienne. Lors d'un discours à la nation diffusé sur la télévision kenyane, il a annoncé pleurer la perte d'un frère et a déclaré un deuil national de 7 jours durant lesquels tous les drapeaux du pays seraient mis en berne. Une décision un peu surprenante étant donné que Uhuru Kenyatta et John Magufuli avaient récemment connu des petits heurts. Uhuru Kenyatta notamment critiquant la gestion du coronavirus en Tanzanie et craignant que le pays voisin envoie des cas positifs de coronavirus au Kenya. Tout le reste de la journée, des leaders de la région se sont exprimés, ont envoyé leurs condoléances à la Tanzanie, d'Abiy Ahmed en Éthiopie à Yoweri Museveni, le président ougandais, en passant par Paul Kagame, le président rwandais, qui a déploré lui aussi la perte d'un frère, à Evariste Ndayishimiye, le président burundais, qui a déclaré que l'Afrique avait perdu un grand leader et un vrai panafricaniste. Partout dans la région, les leaders de l'opposition ont aussi envoyé leurs condoléances à la Tanzanie, tout comme les leaders des partis d'opposition tanzaniens qui ont présenté leurs condoléances à la veuve de John Magufuli. Seul un membre de l'opposition a vraiment dénoté. Aujourd'hui, il s'agit de Tundu Lissu, candidat malheureux lors de la dernière présidentielle. Il a expliqué savoir en réalité que John Magufuli serait mort depuis plusieurs jours, selon lui à cause d'une forme grave du coronavirus. Il a expliqué qu'il tenterait bientôt de revenir en Tanzanie afin de chasser le système Magufuli, maintenant que l'ancien président tanzanien est décédé.
Suite de notre série de reportages consacrés à l'élection présidentielle en République du Congo. Parmi les enjeux du scrutin, l'économie. Le pays connaît depuis 2014 une crise majeure liée à la chute des cours du pétrole. L'or noir fournit plus de 90% des recettes de l'État. À Pointe-Noire, de nombreuses petites et moyennes entreprises sont en grande difficulté et espèrent une relance qui tarde à arriver. Reportage de nos envoyés spéciaux Clément Bonnereau et Juliette Dubois. Cette entreprise de soudure, sous-traitant du groupe français Total, tourne au ralenti depuis plusieurs années. Vous voyez ça par exemple, c'est du matériel. Pour un client, ça fait on va dire bientôt une année, parce que le projet est suspendu, on ne peut pas l'installer. Des équipements qui prennent la poussière et des employés qui travaillent à temps partiel. Avec la chute des cours du pétrole, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires dégringoler. On n'arrive pas à faire bénéfice, on fait je veux dire, le maintien quoi. Pour tenter de sauver son entreprise, le gérant a ouvert ce nouveau site il y a 2 ans en faisant le pari de la diversification. Construction, forage, travaux publics, les activités se multiplient, mais les contrats arrivent au compte-gouttes. Tout long chemin ou tout chemin commence par un premier pas. Et donc ici, si la source, je veux dire la source, le socle de l'économie c'est le pétrole, ce qu'il y a à faire c'est d'abord puiser dans le pétrole et puis diversifier. À Pointe-Noire, la crise pétrolière a durement touché l'économie locale, largement dépendante de l'or noir. Des dizaines de milliers d'emplois ont été détruits depuis 2014 et certaines PME ont dû fermer leurs portes. Parmi les rares secteurs à tirer leur épingle du jeu, les activités portuaires. Le port de Pointe-Noire a vu son trafic doubler en 10 ans. Il n'y a pas que le pétrole, mais nous avons également le bois. Nous avons d'autres activités. Donc le potentiel, il est énorme, mais le rôle du port, c'est d'offrir des capacités pour permettre à cette économie de se diversifier et de se développer. Réduire la dépendance au pétrole et relancer l'économie, c'est l'ambition du gouvernement congolais. Mais les aides promises aux entreprises se font attendre. En cause, la dette qui s'élève à 100% du PIB. Lorsque l'État consacre l'essentiel de ses ressources à payer de la dette, elle ne peut pas mener des actions de relance. Il faut effectivement que l'État arrive à négocier avec les créanciers pour avoir un niveau de dette soutenable. Le FMI a suspendu en 2020 les prêts au pays, exigeant plus de transparence dans la gestion des dépenses publiques. Selon plusieurs ONG, des dizaines de millions d'euros seraient détournés du budget de l'État chaque année. Hier, nous donnions la parole à Mathias Dzon, candidat à la présidentielle de dimanche 21 mars. Aujourd'hui, c'est au tour d'Anatole Collinet-Makosso, ministre et porte-parole du président sortant Denis Sassou Nguesso. Après avoir cumulé 37 ans au pouvoir, il est candidat à sa propre succession. Qu'a-t-il de nouveau à proposer aux Congolais et comment compte-t-il répondre aux défis économiques et sociaux? Rosie Piotte, notre correspondante, a pu poser toutes ces questions à son porte-parole. Écoutez. Anatole Collinet-Makosso, bonjour. Bonjour Madame Piotte. Merci d'accepter de nous recevoir. Vous êtes le porte-parole du candidat Denis Sassou Nguesso à la prochaine présidentielle. Alors dites-nous, après 37 années au pouvoir, qu'avez-vous de nouveau à proposer aux Congolais? 39 ans, ça peut paraître trop, mais dans la vie d'une nation, dans la vie d'un État, c'est encore embryonnaire. Et nous poursuivons l'œuvre de développement entrepris depuis l'accession aux affaires de Denis Sassou Nguesso en 1979, un processus qui a été interrompu en 1992, un travail qui a été détruit entre 1992 et 2000 et qui a repris, qui a été relancé à partir de 2000, et vous comprenez la nécessité de poursuivre l'ouvrage. Mais justement, vous promettez cette émergence et ce développement depuis des décennies. Qu'est-ce qui vous a empêché de tenir vos promesses jusque-là? Le Congo de 2021 est déjà large, très différent et fondamentalement différent du Congo de 2000. Ce qui revient à dire que les 20 dernières années ont permis un développement remarquable du Congo. Ce qui nous revient à dire que nous n'avons pas promis quelque chose que nous n'avons pas réalisé. Justement, puisque vous parlez de confiance, certaines voix se sont élevées pour dire que c'est une élection déjà jouée d'avance. Ce n'est pas à vous que je dirais qu'une élection n'est jamais jouée d'avance. Ceux qui disent que c'est joué d'avance, c'est ceux qui savent qu'ils ont échoué d'avance.
parce qu'ils n'avaient rien à proposer au peuple, sûrs de ce qu'ils ne pourront pas réussir, ils disent « nous avons échoué d'avance ». Je crois que c'est l'expression qu'ils ont voulu utiliser plutôt que de dire que l'élection est gagnée d'avance. La crise économique qu'a connue le pays, y ajouter la pandémie de Covid-19, ont fait que le Congo aujourd'hui est un pays très endetté et parmi même les plus endettés du continent. Ce qui a poussé même le Fonds monétaire international à suspendre les prêts qu'il devait accorder au pays, exigeant plus de transparence dans la gestion de la chose publique. Quelles sont les mesures que vous prendrez si jamais le candidat Denis Sassou Nguesso est réélu? Quelles sont les mesures fortes qu'il compte prendre pour justement satisfaire non seulement le Fonds monétaire international, mais aussi lutter contre la corruption qui gangrène le pays? Les négociations avec le Fonds monétaire international se poursuivent. Et si elles se poursuivent, c'est parce que le Fonds monétaire international évalue, et avec intérêt et certainement beaucoup de satisfaction, les efforts entrepris par le Congo pour mettre en œuvre les 48 mesures qui avaient été recommandées pour effectivement assainir totalement les relations. Le goulot d'étranglement porte sur la dette des traders. Il n'y a pas autre chose. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la terre qui a tremblé la nuit dernière en Algérie, un séisme de magnitude 6 survenu à 20 km au nord-est de la ville de Béjaïa en Kabylie. La protection civile algérienne a déploré des dégâts matériels, des blessés, mais pas de morts. La secousse a suscité un mouvement de panique dans ce pays situé sur une zone sismique. Cette campagne de vaccination de rattrapage contre la polio au Burundi, une campagne au niveau national pour les enfants qui n'ont pu avoir le vaccin à cause d'une pénurie mondiale entre 2016 et 2018. La campagne, qui doit durer 3 jours, a pour objectif la vaccination de plus de 600 000 enfants âgés entre 3 et 4 ans. Les Comores qui ont réceptionné un don de 100 000 doses de vaccins fournis par la Chine. Le vaccin Sinopharm est arrivé mercredi à la mi-journée par un vol spécial en provenance de Chine. La campagne vaccinale devrait débuter le 5 avril prochain. Ce phénomène en plein boom au Nigeria, celui de l'argent mobile. Il connaît une forte hausse du nombre d'emplois et c'est la crise sanitaire qui a boosté le secteur. Lors des confinements, les banques étaient fermées. Désormais, les petits kiosques bancaires pullulent dans les rues de Lagos. Nicolas Germain. La pandémie a profité à certains secteurs. Ainsi, au Nigeria, le nombre d'agents bancaires a explosé. Lors des confinements, les banques étaient fermées. Les agents, eux, travaillent dans des petits kiosques. Ils facilitent les transactions d'argent mobile et liquide et ils gagnent bien leur vie. It has increased my standard of living. It has made my family, that is my daddy's side, my mother's side, it has given me much respect. So it has helped me to be able to support people financially. Certaines compagnies spécialisées dans l'argent mobile affirment avoir multiplié par 6 le nombre de leurs agents en moins de 2 ans. We've had like $3.9 billion in transaction revenue processed since the pandemic. And then we've also grown our agents by, I think we have around 50,000 agents now across the country. De nombreux Nigérians ne souhaitent même plus entendre parler des banques traditionnelles. I like coming to an agent because it is very close to my house. And I also don't like going to the bank because of the crowd. And ever since when I've been using this agent, it has been their service has been very good. La forte hausse de l'utilisation des services financiers numériques a bénéficié aux startups locales. L'une d'elles, Paystack, a récemment été achetée par une entreprise américaine pour 200 millions de dollars. Et avant de se quitter, ces images de l'artiste contemporaine marocaine Rizlen Agzenay, célèbre pour ses totems très colorés, travaillés sur du bois, du métal ou des toiles. Célia Caracena et Harold Girard sont allés à sa rencontre. Elle leur a expliqué pourquoi elle ne travaillait que les tonalités vives. Écoutez-la. La couleur est vraiment centrale dans mon travail. Pour moi, c'est un moyen de véhiculer l'énergie positive, l'optimisme et la force que je veux partager à travers mon art. J'ai une philosophie de vie très positive, tournée autour de l'optimisme, qui, moi, personnellement, m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, j'ai envie de partager ça avec le public. J'appelle toutes mes œuvres totem parce qu'une des définitions du mot totem, c'est un objet qui représente un esprit bienveillant. Et ils sont chacun porteurs d'une énergie positive, de bienveillance pour que les gens puissent se sentir bien à leur contact.
Voilà pour ces œuvres de Rizlen Akzenay exposées à la 193 Galerie à Paris. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine. Décembre 2010. Le suicide d'un jeune commerçant ignoré et repoussé par l'administration de Sidi Bouzid en Tunisie émeut le peuple tunisien qui se révolte et appelle à la démocratie. C'est le point de départ du printemps arabe. Quand nous sommes sortis pour protester contre le régime, nous ne pensions pas que nous faisions une révolution. Mais quand le régime est tombé, nous avons eu des rêves. Mais pendant que le peuple goûte à la liberté d'expression, les nostalgiques de la dictature du président Ben Ali pointent du doigt la crise économique du pays. Sous Ben Ali, nous avions la sécurité, de quoi manger et un peu de liberté. Nos reporters sont aujourd'hui à Sidi Bouzid, dans une Tunisie prise entre deux feux, pour tenter de comprendre si les acquis de la révolution ont pu répondre aux rêves du peuple tunisien. Billet retour, présenté par Vincent Roux, à voir sur France 24 et france24.com. Retrouvez la météo avec les cafés Malongo, acteurs du commerce équitable. Chez Malongo, ce sont les petits producteurs qui font les grands cafés. Le cœur des hommes bat dans Malongo.